Salomé Meyers, quel argument d'Alassane Ouattara visant à justifier son quatrième mandat, vous a le plus marqué? Alors, je voulais d'abord replacer cette annonce dans un contexte, puisque le processus électoral est planté avec un système de verrous. Il y a 3 verrous à cette élection pour que ça se... Non, on y reviendra. J'aimerais qu'on parle de cette annonce, qu'on parle du contenu. Parce que cette annonce, elle se place dans un contexte de verrouillage déjà de l'élection. On en parlera, Salomé. J'aimerais qu'on parle du contenu de l'annonce. Pour parler de l'annonce en elle-même, elle est évidemment de notre point de vue calamiteuse, voire tout à fait indigne et injuste pour le pays, injuste pour les Ivoiriens. De ces arguments, les 2 premiers, d'ailleurs, il met le doigt de lui-même sur les 2 sujets. Il en a le droit, il en a la santé. Je pense que ce sont les 2 sujets problématiques. Ce sont les 2 sujets qui sont évoqués, ce sont les 2 sujets problématiques. Sur le sujet de la santé, je ne vais pas commenter plus avant, ça lui appartient. Sur le problème de la Constitution, c'est évidemment le gros sujet. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'indignité. Et c'est pourquoi j'ai parlé de calamiteux et de tout à fait injuste pour ce pays. Il n'a pas le droit d'abîmer à ce point les institutions du pays. Donc c'est sans surprise, puisque ça s'inscrit dans un contexte de verrouillage total de ces élections. Je pense qu'on y reviendra. Pour l'instant, il est candidat. Donc évidemment, encore faut-il qu'il soit réélu ou élu par les Ivoiriens. Lui pense qu'il sera à l'entendre et à entendre ses soutiens publicités, mais il faut à ce moment-là mettre en place des élections libres, ce qui n'est pas le cas. Donc non seulement il outrepasse, il viole, il piétine même la Constitution, ça a été dit d'ailleurs partout dans la presse et par tous les observateurs, y compris par la juriste, on est bien dans un 4e mandat. Il faut dire que cette annonce, elle est d'une tristesse qui ne dit pas son nom. Alors, qu'est-ce que nous avons vu hier? Nous avons vu un vieil homme fatigué, un vieil homme qui, visiblement, avait de la colère, parce que cela fait suite aussi à l'interview du président Tidjane Thiam, et qui vient nous justifier que, la Constitution lui permet de se présenter. Sachant que le même vieil homme, quand il faisait voter cette Constitution, il nous avait convaincus que cette Constitution ne l'autorisait pas à faire un 3e mandat. Ça fait 2. De 2, nous avons quelqu'un qui, dès son accession au pouvoir, a supprimé tous les contrôles institutionnels de l'état de santé du candidat à la présidence. Et qui vient, qui s'arrête tout goguenard devant une caméra et qui dit que je suis en bonne santé. On devrait le croire sur parole, alors qu'il a supprimé tous les contrôles. Donc ça, c'est 2 choses sur ces 2 arguments. Ensuite, la 3e chose, c'est les justifications qu'il apporte à sa candidature, qui serait son expérience et autres. Il faut se souvenir qu'en 2020, il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de former un dauphin suite à la mort malheureuse du Premier ministre Amadou Go. Et donc, il n'avait pas le choix, il devait y aller. Il a eu 5 ans. En 5 ans, je ne sais pas si c'est lui qui est un mauvais formateur ou ce sont ces dauphins qui sont pas très intelligents pour ne pas pouvoir, pour ne pas assimiler toute la formation pendant 5 ans. Mais après 5 ans, il se retrouve à devoir y aller parce que ces dauphins ne sont pas prêts. Ça pose un problème parce que M. Ouattara, finalement, il est en train de déstructurer ce pays. Il est en train de détruire nos acquis démocratiques. Il a brisé notre cohésion sociale parce que quand on fait l'historique du pays, il est le dénominateur commun de tous les conflits qu'il y a eu dans ce pays. Il a eu des difficultés avec le président Bédié. Il a eu des difficultés avec le général Robert Gueye. Il a eu des difficultés avec le premier ministre Oro Guillaume. Il a eu des difficultés avec Charles Konan Bani.
le sobre, comment il s'appelle, Francis Vaudier a dû démissionner sur lui, il a eu des difficultés avec lui. Il a aujourd'hui des difficultés avec le président Tidjane Thiam. Il a eu des difficultés avec Mabou Takevier, qu'il a finalement soumis, qui est rentré dans les rangs. Mais ce monsieur, franchement, il pose un problème à la cohésion sociale et il met l'héritage de tout ce pays qui a été construit dès son accession à l'indépendance, qui a eu un management sérieux qui l'a conduit à ce niveau. Il est en train de tout déstructurer par son incapacité à se soumettre déjà au vote démocratique et à refuser l'alternance à tous les prix. Donc, pour ne pas occuper l'espace longtemps, je pense que cette interview, elle est d'une tristesse et je ne comprends pas, je n'arrive pas à voir comment des gens arrivent encore à soutenir ce genre de comportement sur notre continent. Alors que nous essayons d'aller vers de l'avant, il y a des boulets qui nous traînent encore en arrière. C'est vraiment malheureux, c'est ce que je peux dire comme commentaire d'entrée. Alassane Dramane Ouattara dit la Constitution m'autorise à faire un autre mandat. Alors même effectivement que la Constitution, oui, de 2016, effectivement, a remis les compteurs à zéro, permettant techniquement 2 nouveaux mandats. Est-ce qu'on peut tout de même estimer que l'esprit démocratique de cette Constitution est violé par cette candidature d'Alassane Dramane Ouattara? Non. La Constitution, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de respect de quand on veut respecter les institutions, il faut respecter. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une république. Et, attends, il y a des échos. Donc, la Côte d'Ivoire est une république. Et comme toutes les républiques, il y a une institution qui est chargée de vérifier la légalité de loi. Vraiment, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants. C'est simple. Quand 2 personnes ne sont pas d'accord dans une république, il y a un truc qu'on appelle la justice. C'est elle qui tranche. Quand 2 personnes ont une interprétation de la Constitution, il y a une institution en Côte d'Ivoire qu'on appelle la Cour constitutionnelle. C'est elle qui tranche. C'est elle qui donne la légalité. Et la Cour constitutionnelle s'est clairement prononcée là-dessus. Donc après, les gens peuvent être malheureux, ils peuvent danser, ils peuvent pleurer, mais ça n'a aucune valeur. Aucune valeur légale, aucune valeur légitime. La seule valeur légale et légitime qui vient dans une république comme la Côte d'Ivoire, c'est la Cour constitutionnelle. Elle a tranché la question de la santé. Je pense que ceux qui veulent s'amuser peuvent toujours rigoler avec c'est pas légal, mais la légalité de Alassane Ouattara ne se discute plus. Et maintenant, si même on doit encore la discuter, la Cour constitutionnelle va se prononcer encore. Voilà, donc c'est pas un problème là-dessus. Il a tout à fait le droit, parce que constitutionnellement, l'instance, je répète, l'instance chargée d'accorder la légalité de coordonner. J'ai entendu un militant du PDC, mon cher ami Ogunard, parler du vieil homme quand il parle de la Ouattara. C'est son appréciation. Mais je rappelle à Ogunard qu'en 2000, il s'apprêtait à faire campagne pour 2006. Donc, pour Henri Konan Bédier, qui avait 86 ans. Et n'eût été le décès d'Henri Konan Bédier, au congrès du PDCI RDA, prévu pour octobre 2023, pardon, il aurait élu, puis c'était déjà acquis, un président de 89 ans. Donc, ce manque de cohérence tue un peu l'honnêteté. Ça montre la malhonnêteté intellectuelle des gens. Tu ne peux pas venir faire campagne pour quelqu'un qui a 86 ans. Souhaiter que le président du plus grand parti d'opposition, donc candidat naturel de ce parti, ait 89 ans, et être choqué parce que quelqu'un est candidat à 83 ans. Ouais, c'est ça qui est délicat dans notre pays. Donc, pour résumer, il n'y a pas de problème légal. Il n'y a pas de problème. Il faut faire confiance aux gens. Quand il dit qu'il est en bonne santé, il est en bonne santé. Et d'ailleurs, ce n'est pas Ouattara qui est surpris. Les Ivoiriens se sont exprimés. Ils ont voté une constitution. Donc, c'est le choix des Ivoiriens qui est d'annuler ces contraintes liées à la santé, ces contraintes liées à la limitation de l'âge de la Constitution. D'ailleurs, c'est parce que ces contraintes sont élevées
que Laurent Gbagbo peut espérer être candidat, que Tidjane Thiam peut espérer être candidat, et que Henri Konan Bédié a même été candidat en 2002. Voilà, c'était le choix des Ivoiriens. Alors, j'aimerais qu'on se tourne vers la représentante du RHDP sur ce plateau, Djeneba Touré-Kolosensky. Est-ce que moralement et politiquement, il n'y a pas quand même une forme de décalage entre ce droit constitutionnel acquis par Alassane Ouattara et la parole donnée par lui en tant que président de la République en 2020 lorsqu'il disait ne pas se représenter, ne pas vouloir se représenter, parole qu'il n'a pas respectée déjà la dernière fois. Alors, merci beaucoup. J'aimerais déjà vous dire à quel point nous sommes heureux, nous, en tant que militants du RHDP, de la déclaration du président. Nous l'attendions, nous l'espérions, il a répondu à notre appel et nous sommes très heureux. Les rues abidjanaises et partout à l'intérieur du pays l'ont démontré hier. Les rues ont été prises d'assaut par des gens, mais de toute obédience, hein, j'allais dire, par la population qui a exprimé sa joie. On aurait même dit qu'on avait déjà proclamé les résultats de l'élection et qu'on avait proclamé la victoire d'Alassane Ouattara qui était plébiscitée. C'était un véritable plébiscite. Par la population, par les militants du RHDP. Par la population, vous ne pouviez pas faire la part entre les militants RHDP et la population. D'ailleurs, nous avons fait des pré-congrès et on a vu le monde que ces pré-congrès ont drainé. Nous, on a fait notre pré-congrès dans la diaspora, c'était le 14 juin dernier. Nous avons vu une marée orange dans Paris. Et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il en a été pareil. Alors, la candidature d'Alassane Ouattara, de ce point de vue, non seulement elle est légale, parce que quand même, moi je ne vais pas revenir dans ces méandres du droit, mais une constitution consacre une nouvelle république, et de ce point de vue-là, nous sommes dans la 3e république en Côte d'Ivoire, et cette 3e république donnait droit à 2 mandats au président de la République. Il en a fait le premier, il est en train de faire le dernier. Mais en plus de ça, cette déclaration est légitime. Elle est légitimée par tout le peuple qui attend qu'Alassane Ouattara continue son magistère pour encore profiter de ce qui a été fait pendant 15 ans. Justement, il parle des défis qui attendent le pays. Est-ce qu'il ne pouvait pas, justement, passer la main, passer le relais à une nouvelle génération? Est-ce que cette candidature n'est pas aussi le signe de l'échec du RHDP à former une nouvelle génération de politiques pour prendre la suite du président Ouattara? Mais non, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de maturité, c'est un signe de responsabilité, parce que nous savons les tensions inédites qui valent dans la sous-région ouest africaine de par chez nous. Nous savons les défis sécuritaires qui se passent chez nous. Passer la main à une nouvelle génération, mais bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Ce mandat est celui de la transmission générationnelle. Et des jeunes, nous en avons dans le gouvernement. Mais comment transmettre s'ils ne prennent pas le pouvoir? Ces jeunes, les jeunes du RHDP auraient pu être poussés mais les jeunes du RHDP on pourrait dire, sont en apprentissage. Vous savez, le manque de formation, le représentant du PDCI parlait tout à l'heure que peut-être Alassane Ouattara serait un mauvais formateur parce que depuis, il n'a pas trouvé de... Mais vous savez, la formation en politique, c'est très important. C'est ce que le PDCI n'a pas fait après M. Bédié et qui a amené la catastrophe de M. Thiam à la tête du PDCI. Parce que lui M. Oguinard parle d'un vieil homme coléreux, mais en matière de colère, on peut en parler. Quand on a vu M. Thiam sur la vidéo de M. Foucault l'autre jour, mais c'est un homme énervé, c'est un homme coléreux, c'est un homme hystérique, c'est un homme qui n'est pas responsable. Et pardonnez-moi de vous le dire, je tiens à le relever, en tant que femme, je me suis trouvée profondément choquée et meurtrie des propos qu'il a tenus à l'endroit de sa femme de ménage. On ne traite pas une femme d'ordure, je sais pas quoi, parce que simplement, elle a dit, il y a trop de travail, je ne travaille plus. Ce qu'on lui doit, il faut le lui payer. Quand on insulte une femme, on insulte toutes les femmes, y compris sa propre mère. Et ça, je tiens à le relever. Alors, qu'est-ce que vous me disiez encore? On parle de la Constitution, mais la Constitution, elle est claire. Et il faut respecter nos institutions. Tout à l'heure, madame en parlait. Et les institutions sont lesquelles? La Constitution, c'est une institution.
elle donne le droit à Alassane Ouattara de faire un deuxième mandat de la troisième. Alors, on peut faire de la mathématique. C'est vrai que 2 mandats avant, 2 mandats après, ça fait 4 mandats. OK. Mais quand on a dit ça, on peut faire un discernement entre les républiques. Ça pose un problème énorme. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'indignité totale pour notre pays dans cette déclaration à nouveau de candidature. Nous sommes respecter les institutions. Ce n'est pas jouer avec les mots ou jouer avec les symboles. En 2016, ce qui a été proposé, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une constituante, l'année 2016. On n'a pas eu une nouvelle constitution. Ce n'était pas une constituante, d'accord? On n'a pas réécrit totalement la loi fondamentale du pays. Il y a eu des modifications apportées à une constitution existante qui est restée la même dans l'ensemble de sa structure. C'est ça qu'il faut expliquer quand même. Besoin de faire un référendum pour cela? Bien sûr. Quand vous apportez des changements, là, c'est à la main, si je puis dire, du président. Soit c'est le Parlement, mais à l'époque, je crois, le Sénat n'était pas suffisamment aguerri. Soit on fait par le Parlement, soit on fait par référendum. Donc le fait que ce soit par référendum, ça ne veut pas dire que ce soit une constituante. Ce n'est pas l'intégralité du texte fondamental qui a été réécrit. Donc il y a eu des modifications à cette constitution. D'ailleurs, plusieurs partis d'opposition s'étaient opposés. Il y a eu un débat dans la société. Le débat a été fortement... Parce que ça... Ils ont quand même voté oui à la constitution. Tout à fait. Ben oui. J'en viens. Donc, ça donne une légitimité à cette constitution. Mais d'ailleurs, personne ne revient sur le fait que le référendum de 2016 a effectivement entériné les changements qui ont été intégrés dans la Constitution. Donc, on est d'accord là-dessus. Bah, il y a eu des modifications de la Constitution. D'accord. Mais il n'y a pas eu une nouvelle Constitution. On n'est pas dans une troisième République qui annule toutes les dispositions précédentes. Mais ça n'annule Donc, pas. je finis Madame, mon propos. en fait, c'est une question de sémantique. Non, c'est pas de la sémantique. Il faut expliquer vraiment à nos concitoyens. C'est très important. Il s'agit de notre vie à tous et de la vie quotidienne. Ah, le fait est que... Non, la Côte d'Ivoire n'en est plus là. Je finis mon propos. Sur 2016, vous me parliez d'un référendum, vous me parliez d'un vote. Tout à fait, qui a été tout à fait orienté de façon malhonnête une fois de plus. Alors c'est pas la première fois. Hein, d'une façon malhonnête par le président Ouattara une fois de plus, qui s'était engagé à ne pas faire de troisième mandat, puisqu'à l'époque on était au troisième mandat, précisément en disant attention, nous votons, je vous propose un changement de la Constitution, mais ça n'ouvrira pas la possibilité pour moi de faire un nouveau mandat. Mais réellement, tous les hommes de droit disent le contraire. Non, je parle, là nous parlons de monsieur Ouattara, président de la République à l'époque, et qui nous explique aujourd'hui, depuis hier, qu'il est à nouveau candidat. Oui. Alors qu'en 2016, déjà, il expliquait qu'il ne pourrait plus se représenter. Donc je parle de cette malhonnêteté-là. C'est en ça qu'il a trompé une première fois en 2016 au moment du référendum. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, il se représente à nouveau. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est celui qui... Non, c'est l'inversion totale des valeurs. Mais non, madame, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il ne peut pas se représenter dans cette République. C'est le seul qui se représente. Et non seulement il se représente, mais alors encore mieux, encore plus fort, il interdit à ses opposants et aux principaux partis d'opposition de se présenter. Mais vous pouvez vous indigner, madame, ce n'est pas cela la vérité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cela la vérité en Côte d'Ivoire. C'est le monde à l'envers. Non. Donc, nous sommes dans... C'est pourquoi je parle d'indignité. Et c'est indigne et c'est injuste pour les Ivoiriens. Mais c'est une injure à la voix du président Ouattara qui n'est pas... Terminé. Djeneba Touré, laissez-la terminer, s'il vous plaît. Notre camarade Qu'est-ce qu'il a trahi en Côte d'Ivoire pour être Djeneba Touré, laissez-la terminer, s'il vous plaît. Nous dit en effet que non seulement les candidats d'opposition ne peuvent pas se représenter, donc lui se représente seul. Et pourquoi les candidats de l'opposition ne peuvent pas se représenter? On va en parler, mais il faut respecter la loi pour une fois quand même. Vous parlez de constitution calamiteuse, vous parlez de constitution manipulée. La constitution manipulée, ce n'est pas celle de 2016. C'est celle du et du ou.
Celle-là, elle a été calamiteuse parce qu'elle a été manipulée. On a fait croire aux gens que vous allez voter pour une constitution qui consacre le et le ou, et au dernier moment, quand on a donné les consignes de vote, on a dit non, finalement, c'est pour le et. Celle-là, c'était une constitution manipulée. Mais vous parlez d'une constitution de 2016, et même nonobstant, toute la Côte d'Ivoire a voté pour cette constitution-là. Aujourd'hui, vous allez traiter M. Ouattara d'indigne parce qu'il est en train de chercher à faire le dernier mandat que la constitution lui permet. Et d'ailleurs, en quoi il serait indigne? L'indignité est du côté de ceux qui ne sont même pas... Je reprends vos mots. Laissez-la terminer, s'il vous plaît, et on va passer à... Le dernier mandat qu'il est en train d'effectuer. Je reprends vos mots. Parce que là, je veux dire, là, on est vraiment, c'est plus du subliminal. À moins qu'il y ait une nouvelle république, c'est le dernier mandat de la Troisième République. Non, pas encore. Salomé. Il est candidat pour l'instant. Oui. Il est pas en train de... Et rassurez-moi. Salomé, mais quand vous voyez l'effervescence populaire dans les rues, vous pouvez imaginer que le président sera plébiscité. Alors, on va se tourner. On fait une élection mesdames, s'il vous plaît. On fait une élection, mais vous savez, on peut lire dans les signes. Salomé Meillard, Jenny Batoré. On fait une élection. On lit dans les signes. D'accord. Vous lisez dans les signes. Mais les gens qui sont dans les rues, ce sont ceux qui votent. Mesdames, ce sont ceux qui votent. Les Ivoiriens qui votent ne vont pas venir de mars. Alors, mesdames, on va retourner en visio avec Arthur, avec Ogina Sea. Ogina Sea, est-ce que vous m'entendez? Vous voulez réagir? Ogina Sea, allez-y, Ogina. Ogina Sea, allez-y. Ogina Sea pour le PDCI, allez-y. Je ne sais pas quelle est la question, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, je ne sais pas, avec les représentants du RHDP, il faut qu'ils fassent un effort quand même de tenir sur le plateau. Monsieur Guinard, pardonnez, vous avez fini avec Laissez-le parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le laisser parler, s'il vous plaît? Mais il ne s'est pas exprimé, laissez-le parler. Oh, mais attends, mais pourquoi il m'attaque? Il faut être responsable de ce faire un effort de quoi? Lui, il fait quel effort? Vous traitez un homme de vieillissant, de coléreux? Il faut qu'on soit audible, s'il vous plaît. Le président Ouattara, hier, a menti aux Ivoiriens. En matière de mensonge, votre candidat est un leader. S'il vous plaît. On ne peut pas le laisser dire n'importe quoi. Il faut qu'il s'exprime. Il a dit, ne vous inquiétez pas, cette nouvelle constitution ne me permettra pas de faire un troisième mandat. Mais et alors? Et le même Dieu s'assoit hier, il dit la constitution me permettant. Non, mais c'est malheureux ce qui s'est passé hier, c'est le summum de l'indignité. Et c'est une remise en cause de nos acquis démocratiques. Et le peuple ivoirien doit se lever et se dresser contre ce coup d'État qu'il essaie de faire encore. Après celui qui a entraîné des morts en 2020, il veut encore récidiver. Cette fois-ci, il faut lui barrer le chemin. Que répondez-vous même à ceux qui parlent d'une élection verrouillée d'avance? Bon, deux choses. Déjà, ramener ici quelques... Non, c'est pas une constitution qui fait une nouvelle constitution. Pour changer une constitution, on a deux choses. Deux méthodes. Soit, oui, comme on l'a fait en 2000 en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait pour la 5e République en France, on fait une constitution. Soit, on peut faire un tout petit comité et présenter le texte en référendum. C'est ce qui s'est passé en 2016 et donc on a changé de constitution. Voilà pourquoi on est passé de la 2e à la 3e République. Première République en 1960, 2e République en 2000 et 3e République en 2016. Donc, Mme Salomé, elle doit servir avant de venir ici. Donc, Mme Salomé, il y a tout à fait un changement de constitution. Ce n'est pas une modification constitutionnelle. Ce n'est pas une révision constitutionnelle. C'est une nouvelle constitution. Et ce que la Cour constitutionnelle dit, c'est que cette nouvelle constitution met les compteurs à zéro. Ça veut dire que de façon mathématique, naturellement, 2 plus 2 font 4. Mais ici, il s'agit de droit. Il ne s'agit pas d'arithmétique, il s'agit de droit constitutionnel. Et comme je le répète, d'abord, Alassane Ouattara n'a jamais dit que cette constitution ne peut pas être candidat, c'est plutôt ses lieutenants. Mais Alassane Ouattara peut même le dire, il n'y a pas de problème. On peut l'aborder sur la question morale, il n'y a pas de souci. Mais sur la question légale, Alassane Ouattara ne tient pas la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Alassane Ouattara dit « je n'ai pas le droit d'être candidat », que le Conseil constitutionnel dit Alassane Ouattara a le droit d'être candidat, c'est le Conseil constitutionnel qui dit, c'est lui qui a la vérité, c'est pas Ouattara. Donc ce que Ouattara dit n'est pas légal d'un point de vue constitutionnel.
C'est ce que le Conseil constitutionnel dit qui est légal. Et le Conseil constitutionnel a fini la légalité. Voilà. Maintenant, on me parle d'élections fermées. Je vais m'appesantir sur les deux principaux leaders, M. Thiam et le président Laurent Gbagbo. Prenons le premier cas. Écoutez, dans le pays, on a des lois. N'importe qui peut lire le code de nationalité du code. N'importe qui peut lire l'article 48 du code de nationalité du Côte d'Ivoire et en tirer ses leçons. Mais l'article 48, il est clair. L'Ivoirien qui s'est naturalisé majeur perd sa nationalité ivoirienne. Et M. Thiam s'est naturalisé en 87. Donc de 87 jusqu'à avant-hier, là, il n'était plus ivoirien. Donc il n'a pas de droit politique ivoirien. Il a des droits français. Merci Arthur Banga. Quand on lui rappelle ça, je ne vois pas encore en fait quelque chose. Alors on va continuer de parler de Tidjane Thiam. On a appliqué la loi en Côte d'Ivoire. Justement. On a éliminé personne. Merci, merci. On aura une question pour M. Banga. Très rapidement, Salomé. Une question pour M. Banga. Je suis curieuse de savoir depuis quand vous considérez que la vérité sort du Conseil constitutionnel. Non, c'est en français que je parle. À quelle période? Quelle constitution? Depuis toujours. Donc, nous partons. Non, mais parce que là, nous sommes dans des débats qui sont ubuesques. D'accord? Nous sommes dans cette situation en Côte d'Ivoire, dans ce pays, précisément parce que nous avons un monsieur qui n'a jamais respecté les décisions du Conseil constitutionnel. Jamais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé son mandat. En 2010, fin 2010, il y a une décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui donnait la victoire à monsieur Laurent Gbagbo. Ça, c'était une décision de souveraineté, une décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas été respectée, qui a été piétinée par la France en premier, qui a été piétinée par monsieur le président Sarkozy à l'époque, qui est maintenant condamné multirécidiviste et qui est encore en délicatesse avec la justice française. Donc c'est dans ces conditions que monsieur Ouattara a commencé sa suite de mandats. Nous en sommes maintenant à une tentative de faire un 4e mandat. C'est dans cette discussion que nous sommes. Rapidement, très rapidement, quelques secondes, Arthur Banga. D'abord, à Mme Salomé, je n'ai pas parlé de vérité, parce que la vérité, elle est subjective. J'ai parlé de légalité. Non, vous avez parlé de vérité. Vous avez parlé de vérité. Ah bah écoutez... Monsieur le modérateur, demandez-lui de me laisser parler. Allez-y, rapidement, Arthur Banga, allez-y. Donc, il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de légalité donnée par le Conseil constitutionnel. Maintenant, en 2010, on est fatigué de vivre en crise. En 2010, on était en crise. Et nous-mêmes avons invité la communauté internationale à gérer notre crise et la communauté internationale dans notre processus électoral a mis 3 étapes. 1, le CEI, 2, le Conseil constitutionnel, 3, la certification de l'ONU. Face au banditisme du Conseil constitutionnel qui a décidé délibérément d'annuler le vote de la moitié de la population de la surface géographique ivoirienne, soit un tiers de la population, la certification de l'ONU est intervenue. Et c'est au nom de cette certification de l'ONU que M. Alassane Ouattara a été président de la République, mais de façon tout à fait légale. D'autant plus que le Conseil constitutionnel, justement, possédé, a été délivré et a confirmé la vérité sortie de la CEI et de la certification. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, la légalité, elle est toujours donnée par le Conseil constitutionnel. Elle a été donnée cette fois-ci. Et la question légale ne se pose même plus. Dans une note du Comité des droits de l'homme de l'ONU, on peut lire que la Côte d'Ivoire est incitée, appelée en fait à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Tidjane Thiam puisse exercer ses droits politiques. Alors, les avocats du président du PDCI et de l'État de Côte d'Ivoire n'interprètent pas les deux camps n'interprètent pas cette note de la même façon. Il y a aussi cette question de l'internationalisation de cette crise qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Comment jugez-vous cet appel de l'ONU? Alors, avant d'en revenir à cela, je voulais dire à Madame Meyer, que si c'est
du président du Conseil constitutionnel qui a dit qu'il avait été envoûté par le diable, donc qui est revenu sur les résultats de cette élection-là avant de proclamer M. Ouattara gagnant. Alors celle-là, on peut en parler. Maintenant, ce qu'elle pense de la France et de M. Sarkozy, ça, ce n'est pas mon problème, je n'interviens pas là-dedans. Poursuivant sur le cas de Tidjane Thiam, poursuivant sur le cas de M. Tidjane Thiam, je pense que l'ONU, ce comité de l'ONU a dit qu'il fallait garantir les droits politiques de M. Thiam, sans jamais recommander sa réintégration sur la liste électorale. Ça aussi, c'est dit. Donc, que M. Tidjane Thiam ait des droits politiques, une fois qu'il a fini de régler ses histoires avec la justice et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais pour être réintégré sur la liste électorale, il est clair que sur celle de 2025, il ne peut plus. Maintenant, si il a fini de régler ses histoires avec la justice et tout ça, il y aura une nouvelle révision électorale en 2026. Celle-là, je pense que rien ne lui interdit d'être... Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation, justement, de cette justice pour écarter un opposant sérieux contre Alassane Ouattara? L'instrumentalisation, elle naît de quoi? Il y a un code de la nationalité et un code électoral qui est très clair en Côte d'Ivoire. Pour se porter candidat à un poste électif en Côte d'Ivoire, député ou président de la République, il ne faut avoir que la nationalité ivoirienne exclusive. Or, il se trouve qu'au moment où M. Tidjane Thiam exprime le désir de le faire, il s'inscrit pour le faire, il a la double nationalité. Ça, c'est pas possible. Alors, encore une fois, merci M. Banga, parce que c'est à M. Banga qu'on le doit, qui a porté le PS sur les antennes, pour que M. Tidjane Thiam soit obligé d'aller renoncer à sa nationalité française. Mais quand il fait ça et qu'il revient... la liste électorale, elle est close pour 2025. Alors, qu'il soit ivoirien, moi je veux bien, mais pour qu'il soit éligible, il faut qu'il soit sur la liste électorale. Ce qui n'est plus possible pour 2025, je suis désolé. Réaction au Guinarcea, Tidjane Thiam, on l'a entendu, il a eu des mots très durs pour Alassane Ouattara lors de son interview récente accordée à notre confrère Alain Foka. Au Guinarcea, est-ce que c'est la rupture sans possibilité de retour en arrière entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mais aussi avec Tidjane Thiam? Alors, Tidjane Thiam, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de briser quand même le silence face à tout ce qu'il a subi pendant ces 2 ans. Il a été celui qui a été le plus élégant dans la politique ivoirienne. Il n'a pas parlé, on l'a insulté, on l'a traîné dans la boue. On a osé même des comparaisons entre lui et un grand CEO d'une banque systémique avec un quatrième comme on appelle, directeur général adjoint du FMI. Donc, à un moment donné, c'est un humain. À un moment donné, il peut décider de mettre fin à la plaisanterie et arrêter que l'ignorance commence à faire force de loi dans ce pays, parce qu'il ne faut pas comparer n'importe où et n'importe quoi quand même. Donc, c'est ce qu'il a fait hier. Et parlant de rupture, la rupture dans ce propos, ça vient clairement du mensonge du président Alassane Ouattara qui lui fait des confidences qui n'irait pas et qui vient encore le 29 juillet mentir, dit qu'il tente des justifications qui ne valent pas, il se donne bonne conscience en disant que oui, quand je te le disais, je le disais de bonne volonté, mais il y a le devoir qui va au-delà de comment qui transcende, comme on appelle la parole donnée. Ben non, nous sommes face à un monsieur qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte rien, qui ne respecte pas le suffrage. Parce qu'il faut se rappeler que ce monsieur, il ne s'est jamais soumis à un réel vote. En 2010, dans cette élection controversée qui s'est terminée avec le bombardement de la résidence par les hélicoptères français qui ont porté M. Ouattara au pouvoir, en 2015, il a allé faire, il a allé raconter, il a allé arnaquer le président, Bédié à Daouklo, qui a fait que le PDCI s'est retiré pour qu'il soit seul en liste. En 2015, il a encore, il s'est retrouvé face à des candidats qui ne sont pas des candidats sérieux. En 2020, il a confisqué l'élection, il s'est retrouvé face à un candidat, fantoche. Et en 2025,
il est encore en train de reprendre la même chose et d'exclure les gens. Donc, le problème vient de cela. Thiam, qui a vécu pendant des années dans des pays démocratiques, des pays où l'état de droit fait foi, ne peut pas longtemps supporter qu'un homme qui a fait quand même, qui a travaillé au FMI, qui a eu un contact, un long contact avec la culture démocratique en Occident, se comporte en Afrique comme un braqueur et piétine toutes les règles. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, le président Thiam, il a le droit de remettre l'église au centre du village. C'est ce qu'il a fait dans son interview, qui d'ailleurs, selon moi, mon analyse, a permis cette, comment on appelle, cette réaction de colère, de déclaration de candidature et d'interdiction de marche de l'opposition du président Ouattara. Parce qu'il s'est senti rabaissé que Thiam lui dise la vérité. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de contre-vérités qui ont été dites sur le plateau, là, avec Atubanga qui parle de l'élection de 2010 avec une certification de l'ONU de résultats. Non, c'est pas ce qui a été dit, c'est le processus qui devait être certifié. Donc, on ne va pas rentrer dans ce faux débat-là parce que lui, on ne va pas